Donc, après il y a une démarche, hein, à employer. Là, l'idée, c'est de vous présenter, en fait, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place en matière de cybersécurité, parler un peu plus concret, hein. Quels sont les outils, quels sont les risques qu'on va vouloir lever. Après, il y a quand même une démarche dans la gestion des risques, c'est de bien identifier les actifs, de bien identifier les mesures de sécurité existantes, donc de bien connaître son système. En sécurité, on commence toujours par là. Commencer à connaître le système et après le dimensionner de façon intelligente. C'est-à-dire on qualifie les actifs, on analyse les risques, on remonte les mesures de sécurité, on analyse aussi la conformité en parallèle, hein, ce qu'on avait dit. Mais après, il faut penser que votre système de sécurité que vous avez mis en place, il va falloir le contrôler. Donc tous les éléments qu'on a mis là, c'est important pour, mettre en place une bonne gestion de risque et de conformité. Les 4 volets à en prendre en compte dans une démarche de sécurité, on en a un peu parlé, donc je vais vite, c'est l'organisationnel, le réglementaire, le technique et la mise en place d'outils. Donc là, on va parler plutôt, des différents risques et avant, je vais vous parler d'un outil qu'on a mis en place sur le site internet et qui vient juste d'être mis en place, donc je suis pas sûr que ça marche à 100 mais bon, si vous avez un souci, vous nous contactez. Mais globalement, vous faites un diagnostic si ça vous intéresse, ISO 27001, si votre entreprise est intéressée ou si vous êtes en démarche, savoir où est-ce que vous en êtes, de l'ISO 27001. Est-ce que vous êtes éloigné ou est-ce que vous êtes proche de l'ISO 27001? On va aussi, pendant, cette partie-là, vous expliquer les différents risques, les différentes mesures de sécurité à mettre en place. Donc maintenant, on va passer au plan de cybersécurité. Donc la connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que information. C'est ce que je disais, notre approche, c'est vraiment une approche de retour d'expérience. Donc là, on va parler maintenant, de l'analyse des risques, mais avant, je vais raconter une histoire, c'est l'histoire de la dinde. En fait, pour illustrer un petit peu le risque que vivent les entreprises en cybersécurité, c'est un peu comme la dinde de Noël. Pendant 1000 jours, elle va être nourrie et plus le temps avance, plus la personne qui la nourrit, donc le boucher, hein, elle a l'impression qu'il le veut du bien et le dernier jour où elle se sent le plus en sécurité c'est un jour où elle l'est plus du tout puisqu'elle va devenir la dinde de Noël et c'est un peu ce qu'on est, en fait et c'est un peu ce qu'il faut pas qu'on soit. C'est-à-dire qu'en tant qu'entreprise, en tant que dirigeant d'entreprise, j'ai pas envie d'être une dinde de Noël. C'est-à-dire de ne pas me rendre compte que ce que je ne sais pas, c'est qu'il y a un risque de cybersécurité. Est-ce que ce risque de cybersécurité, je ne l'ai pas du tout pris en compte et c'est pour ça que cette notion de cybersécurité, elle est si importante aujourd'hui et je vais laisser Nicolas vous expliquer un petit peu comment, mettre en place des mesures de sécurité. Ouais, tout à fait, merci Thomas. Alors on va échanger autour d'une dizaine, quinzaine de minutes sur, les moyens justement de ne pas se faire farcir comme la dinde de Noël. Donc l'idée, c'est d'échanger. N'hésitez pas à commenter dans le chat. C'est intéressant parce qu'on a des bonnes discussions dans le chat justement sur les méthodes d'analyse des risques, tous les moyens, les mesures que vous proposez. N'hésitez pas à en mettre aussi parce qu'on ne sera pas forcément exhaustif. On va parler des mesures qu'on applique, qu'on recommande à nos clients. N'hésitez pas à en ajouter, ça enrichira la discussion. La cyber kill chain, de quoi est-ce qu'on souhaite se protéger en tant que société? En fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a le film Napoléon qui va sortir dans quelques mois. Le parallèle avec Napoléon, il est intéressant parce qu'un pirate, il met en place une stratégie pour pirater votre société. Il a une méthodologie qui est similaire à un général qui prépare une attaque. Il y a 8 méthodes qu'on peut découper, donc c'est la cyber kill chain, ça s'appelle. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, n'hésitez pas à compléter si mes informations ne sont pas exhaustives. La première étape, c'est la reconnaissance. En tant que pirate, je vais observer ma cible, observer donc les gains que je peux avoir, ce que je peux aller piller chez elle en quelque sorte, les données que je peux aller corrompre, aller voler ou rendre inaccessibles. Et je vais regarder les moyens de défense que possède la société, afin de voir si mon butin est supérieur à l'investissement que je vais mettre dans mon attaque. L'enjeu pour la société est donc de mettre en place des mesures de défense qui permettent de dissuader l'attaquant en fonction du butin. En tant qu'attaquant, je vais ensuite procéder à mon armement. Je vais, comme en général qui viendrait récupérer des munitions ou des soldats, en tant que pirate, cyberpirate, je vais venir récupérer de la puissance informatique, je vais venir récupérer des algorithmes, etc., adaptés aux vulnérabilités que j'aurais détectées dans ma reconnaissance. Ensuite, je vais effectuer la livraison. La livraison, c'est un petit peu comme l'étape du cheval de Troie que les Grecs avaient laissé devant les murailles de Troie avant de repartir en mer et de se cacher. Eh bien, je vais déposer mon piège et attendre que la vulnérabilité soit exploitée par ma menace.
Donc ça peut être concrètement une clé USB infectée, ça peut être un email de phishing que j'envoie à quelques adresses ciblées chez un attaquant, ça peut être un verre informatique qui va commencer à se déployer petit à petit dans le réseau informatique. Ensuite, je fais l'exploitation. Mon virus se répand petit à petit, par exemple. Il s'installe dans le système informatique, installation 5, et je récupère des informations. Le but étant d'aller au maximum, donc faire la commande et contrôle, c'est-à-dire que quand je suis dans le système d'information, le système cible, qui peut être un serveur, qui peut être un ordinateur, un PC, je vais tenter de me propager le plus possible dans le réseau et de récupérer un maximum d'informations pour atteindre mes objectifs 7, avant de faire la monétisation. Alors la monétisation, ça peut être revendre des données. Je récupère un fichier de données de santé avec des noms, des prénoms et des infos de santé et je les mets en vente sur le dark web, par exemple. Ça peut être une liste d'identifiants, des noms, prénoms et puis surtout une liste d'adresses email associées à des mots de passe que j'aurais réussi à voler, que je mets aussi sur le dark web. On sait que vous comme moi, on peut avoir tendance dans nos mauvais moments à utiliser le même mot de passe sur plusieurs applications. C'est pour ça que certains pirates vont récupérer des listes d'emails et d'adresses email et de mots de passe et les vendre sur le dark web, car ainsi un pirate qui voudra faire une autre attaque commencera par réutiliser ce mot de passe et le tenter de faire une attaque de brute force. Donc ça, c'est la cyber keychain. Est-ce qu'il y a des questions sur la cyber keychain? Pas spécialement. Ensuite, qu'est-ce qu'on essaie de faire lorsqu'on met en place un système de défense? On essaie de la vocation de la défense, c'est se protéger des risques. Qu'est-ce qu'un risque? C'est un événement qui peut avoir une conséquence négative pour votre société. Donc, c'est-à-dire qu'un acteur malveillant, qui peut être un acteur humain ou un aléa, climatique, environnemental, météorologique, incident, qui vient exploiter une vulnérabilité et vous causer des dommages négatifs. Donc on l'a dit, une menace qui exploite une vulnérabilité et un impact sur votre société. Et cet impact, c'est en général un problème vous connaissez les critères DIC, disponibilité, intégrité, confidentialité, donc une indisponibilité d'un de vos services, le vol ou la corruption de certaines informations, ou des dommages sur les données, les aspects physiques de votre société. Et donc ça va vous causer un aspect négatif. Comment on va prioriser les risques à minimiser? Ouais, Thomas? Ouais, juste, il y a eu un effectivement, à un moment donné, on a mis, attaque Mitre, enfin le Mitre attaque en Ouais, lien, je trouve que c'était intéressant. C'est vrai que c'est pour se familiariser avec les types d'attaques. Merci Gaëtan. Et non mais voilà. Sur les candidats, parce que je vois des gens qui nous demandent, vous nous envoyez des CV, hein, sur LinkedIn. Je te laisse continuer, tu as le temps, hein, au niveau du timing, tu peux prendre le OK. temps, il y a pas de On va souci. prendre le temps là. Ça marche. Au niveau des ressources, on est conscient que chaque société va avoir des ressources limitées, que ce soit des ressources financières, des ressources techniques, la puissance de calcul, des serveurs, et cetera, et puis du temps à y consacrer. C'est pour ça qu'il est indispensable de prioriser les moyens de défense que vous allez mettre en place. Pour cela, on a commencé à en parler tout à l'heure, on considère que l'élément central de la défense, bah, ça va être l'analyse des risques. C'est d'ailleurs l'élément central de la norme ISO 27001, chapitre 6.1 pour les connaisseurs. Heu, Mettre en place une analyse des risques pour pourquoi? Bah, déjà, pour identifier les éléments à protéger. On va identifier les informations qu'on souhaite protéger. Ça peut être des données personnelles, ça peut être, vos services, votre code source, tout ce qui a de la valeur, les brevets que vous avez. Ça peut être toutes sortes d'éléments, mais qui sont des informations, des processus. On va identifier les supports de ces informations. Donc les supports qui peuvent être donc tous les systèmes, des postes de travail, des serveurs, le réseau, des applications SaaS où sont manipulées, transférées ces informations. En fait, ces informations et les supports de ces informations, c'est un peu comme, au Moyen Âge, de l'argent qu'on cachait dans un coffre, si vous voulez. Les pirates vont tenter alors d'accéder au coffre par leurs différents moyens. On identifie ce qu'il faut protéger et on évalue l'importance de ces informations. Une fois qu'on a évalué ça, on va identifier les risques qui peuvent porter sur ces informations. C'est la première étape. Et on va alors identifier les risques principaux, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de chances de se réaliser et qui peuvent avoir un impact le plus négatif possible sur votre société. Et ce sont ces risques-là qu'on va tenter de réduire à des niveaux jugés acceptables, c'est-à-dire une combinaison de probabilité de réalisation et d'impact de la société qui ne sont pas dangereuses pour la pérennité de votre société. Une fois qu'on aura résolu cela, on s'intéressera aux autres risques.
Donc il y a 5 étapes dans la méthodologie de risque: identification des scénarios de risque, analyse et évaluation de ceux-ci pour avoir le niveau réel, et ensuite traitement de ces risques, traitement des risques pour les réduire à des niveaux acceptables. Alors comment on identifie les risques? On échange bien sûr, et on met ensuite en place des mesures pour traiter les risques. On peut avoir des mesures préventives, détectives et correctives. Les mesures préventives, ça va être par exemple de la sensibilisation auprès de vos collaborateurs, afin que ceux-ci appliquent des mots de passe forts, que ceux-ci ne cliquent pas sur les messages, les emails malveillants, pour empêcher la réalisation d'une attaque. Ensuite, on peut avoir des mesures détectives, parce que malgré toute la prévention qu'on va faire, que ce soit d'un point de vue technique ou humain, il peut y avoir des attaques ou des intrusions qui s'opèrent. Donc, on va essayer de les détecter le plus rapidement possible, afin que le pirate n'ait pas le temps de se propager. Exemple de mesures détectives: mettre en place des antivirus sur les postes de travail. Autre exemple, avoir des systèmes, des SIEM par exemple, un SIEM, un système qui permet de contrôler ce qui se passe sur le réseau et sur les différents composants pour détecter s'il y a des comportements anormaux et détecter les intrusions. Et ensuite, on va avoir des mesures correctives. Exemple de mesures correctives appliquées, une fois qu'il y a une intrusion qui est détectée, venir désinfecter les machines qui seraient infectées, les isoler et les désinfecter, appliquer des antivirus ou des patchs. Ouais, Non, c'est bon. OK. On peut enchaîner alors sur les 3 grandes familles de mesures. En gros, on a parlé des mesures préventives, détectives, correctives. On va avoir 3 types de mesures: des outils techniques, des processus et des sensibilisations, facteurs humains. Donc 3 grands axes de travail qui nous permettent de corriger les différents risques identifiés. Je vais passer rapidement sur la métaphore, hein, de l'analyse des risques. Donc ça, c'est pour si jamais il y a des personnes qui sont un peu moins familières avec, l'univers de la cybersécurité. Pour les autres, c'est le moment d'aller prendre un petit café si vous le souhaitez, mais en Oui, ouais. mais c'est non, mais c'est important, Nicolas, cette métaphore-là, parce que c'est la notion de Alors je sais pas ce qui se passe, pardon, ouais, excuse-moi, ouais. quand j'ai cliqué sur le non, la notion de sensibilisation des collaborateurs, elle est ultra importante parce que même dans des entreprises de technologie, je citerai pas de nom pour pas vexer, pour vexer personne, mais même dans des entreprises de technologie où il y a des techs, ils font des erreurs, ils cliquent sur des liens, ils se font avoir par du phishing. Donc dans une entreprise classique, par exemple, il y a eu la Fnor qui s'est fait attaquer, l'année dernière, c'est ultra courant en fait. Le collaborateur qui clique sur un lien, de phishing ou sur un réseau ou des choses comme ça ou sur LinkedIn, hein, même sur LinkedIn, vous pouvez aller cliquer sur un lien et vous vous faites, voler vos données. Donc c'est vraiment un élément sur lequel il faut travailler. Mais effectivement, la cybersécurité, c'est vraiment une défense d'ensemble. Mmh. Tout à fait, une défense d'ensemble, et c'est vrai que nous, quand on fait des sensibilisations à tous les collaborateurs de nos clients, pour essayer de rendre, la sensibilisation compréhensible par tout le monde et un peu, que tout le monde a envie de se projeter un petit peu dedans, on fait souvent le parallèle avec le Moyen Âge. Finalement, le monde de la cybersécurité, c'est un monde encore un peu moyenâgeux où il y a pas où les règles commencent à se mettre en place petit à petit, mais pour se protéger, c'est toujours un petit peu la loi du plus fort. Donc qu'est-ce qu'on fait? On identifie les éléments qu'on veut protéger et on construit des murailles autour. Sur ces murailles, on va mettre des gardes pour protéger. On va identifier là où on a des petites portes, et cetera. On va bien les fermer à clé et les protéger. Donc si en face, il y a un cyberattaquant qui a simplement un arc et des flèches, il ne pourra pas nous attaquer. Le problème, c'est que on le voit au fur et à mesure des années, la puissance de calcul mise à disposition des pirates, elle augmente, leur technologie augmente aussi, et en contrepartie, dans les entreprises, on peut avoir parfois des moments où, si on n'est pas assez à cheval, malheureusement, les protections IT ne sont pas respectées. Donc on peut avoir des collaborateurs qui ont, des OS ou des antivirus ou des applications qui ne sont pas à jour. On peut avoir un contrôle d'accès qui est fait de manière moins rigoureuse sur les applications métiers parce qu'on a toujours des urgences business, des urgences même de rapports à finaliser, et cetera, et on peut avoir tendance à moins faire attention à tous les différents contrôles. On peut avoir un pare-feu qui est mal configuré parce que les équipes techniques sont très prises par la prochaine montée de version de l'application. Et au final, tout ce qu'on a, c'est des vulnérabilités qui peuvent apparaître sur, notre système d'information, alors qu'en contrepartie, les pirates s'arment de plus en plus avec des moyens d'attaque de plus en plus puissants. C'est un peu la métaphore, voilà, de la machine, l'apparition de la poudre à canon, au Moyen Âge avec, les Byzantins qui ont réussi à faire éclater la muraille de Constantinople grâce à leurs canons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on souhaite ne pas sombrer, on doit faire attention à adapter
sa structure. Donc faire attention, voilà, à renforcer la robustesse des murs, à pas relâcher la vigilance de la garde et à renforcer les contrôles aux portes. Donc rien la cybersécurité finalement, c'est rien de «sorcier» entre guillemets, c'est juste aussi de la vigilance de la part du RSSI et un juste choix des mesures de sécurité, de manière à réussir à adapter ses moyens de défense par rapport aux moyens d'attaque du pirate. Et ça, par contre, c'est un effort qui demande l'investissement de tous les collaborateurs, de manière à avoir, pour être plus concret, eh bien, les OS et applications à jour, ce qui permet de s'assurer que toutes les vulnérabilités détectées dernièrement ont été corrigées grâce aux patchs fournis par l'éditeur. S'assurer que les données sensibles sont chiffrées avec des algorithmes robustes. Comme ça, même si un pirate arrive à pirater des données, eh ben, elles sont chiffrées avec des algorithmes à l'état de l'art, et donc il ne peut pas les exploiter et les revendre. Donc forcément, l'information est moins intéressante pour lui, avec des rotations de clés de chiffrement régulièrement. Avoir les antivirus à jour sur tous les postes de travail et des scans réguliers sur toutes les machines. Ouais, Avec la particularité, c'est s'il y a des entreprises qui récupèrent des données, qui savent, impossibles à déchiffrer aujourd'hui, mais qui pourront déchiffrer dans un certain temps. Peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Et ces données peuvent être des données très, très stratégiques, et du coup, ça a quand même un intérêt. Mais bon, c'est des cas très particuliers, c'était juste que je trouve l'exemple amusant, quoi. De se dire qu'ils pensent 3, 4 ans, 5 ans, des fois en avance, heu et attendent d'avoir les moyens de déchiffrer, ces données-là, quoi. ouais, tout à fait. Il y a la notion effectivement d'investissement et de bénéfice sur le long terme, hein, comme, ouais, sur le long terme. Hem, on a également les mots de passe robustes. C'est pareil, les mots de passe, il faut être vigilant aux recommandations de l'ANSSI, vu que celle-ci les met à jour tous les ans. Il y a 2 ans, quand on a commencé, les recommandations de l'ANSSI étaient de 12 caractères sur le mot de passe et 14 sur les caractères administrateurs. Aujourd'hui, on est sur 16 caractères sur les mots de passe administrateurs et 14 sur les mots de passe utilisateurs. Donc ça évolue petit à petit, avec bien sûr Ouais, toutes les de règles de plus en plus, complexité. on a des outils qui n'ont plus de mot de passe, qui utilisent d'autres systèmes pour l'authentification, quoi. Ouais, Mais bon, avec le choix, après, bien ça sûr, c'est de mettre en place un ouais. un Active Directory ou un système par SSO, si vous en avez la possibilité, bien entendu. Et enfin, des mesures de standard, par exemple sur les applications SaaS, avoir le triptyque mot de passe fort, double facteur authentification, donc validation via un code ou une application, et le fake to ban qui permet de bloquer le compte après 4 ou 5 tentatives de connexion avortées, erreur de mot de Ouais, passe. mais sur il y a Jean-Michel qui nous dit la CNIL aussi, ouais. Mais il y a tellement de choses, bon, la CNIL c'est top, mais il y a tellement de choses sur, l'ANSSI, quoi, le site de l'ANSSI, je pense qu'il y a à la fois des guides qui sont des guides, grand public et puis à la fois des guides pointus. En tout cas pour la partie grand public, je trouve que c'est déjà il y a déjà beaucoup de guides, pour mettre en place la cybersécurité, quoi. Mm. Et il y a une question de Julien qui est intéressante aussi. Je la lis. Nous sommes très nombreux à être OK sur la situation de la cyber, mais etc., sur mesures techniques, humaines, organisationnelles. Mais quand on se met à la place d'un chef de petite entreprise, il se pose une question et la crainte qui va avec. Combien ça va me coûter en termes de ressources? Ouais et c'est vrai que, bah, en fait, alors déjà on va parler des coûts à la fin. Mais, demain, en fait, demain à midi, tous les vendredis midi, je fais ce qu'on appelle le Cyberzone. Le Cyberzone, c'est un média d'une demi-heure d'actualité sur la cybersécurité, ou de réflexion sur la cybersécurité. Et demain, on parle de ce sujet-là, c'est-à-dire quelle est la vision des chefs d'entreprise, sur la cybersécurité et pourquoi, en fait, ils ont des difficultés à traiter ce sujet. Et parmi les difficultés qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est un sujet ultra technique, si je prends la partie cybersécurité technique. Donc finalement, les gens, si je suis pas expert, je vais avoir du mal à écouter ou à faut vraiment que je fasse confiance à la personne et même quand je ferai confiance à la personne, j'ai aucune certitude, que les choses, elles sont appliquées, que les mesures de sécurité, elles sont appliquées. En fait, c'est pas visible, c'est pas compréhensible. C'est pour ça que les démarches 27001, c'est intéressant. Donc demain midi, on parle de ce sujet-là effectivement en cyberzone pour expliquer quels sont les leviers qu'on peut utiliser pour convaincre les chefs d'entreprise ou pour que les chefs d'entreprise comprennent mieux comment appréhender, ce sujet de la cybersécurité, y compris sur la partie coût. Et ouais, tout à fait, donc ça, c'est une bonne première source et Julien, pour répondre aussi à votre question, pour compléter, moi, je vous recommande vraiment le guide de l'ANSSI sur, sécurité TPE-PME, donc qui nous a guidés aussi pas mal pour mettre en place notre accompagnement sur les TPE, pour compléter ce qu'on faisait. Vous voyez, vous apercevez que c'est surtout des mesures, bah, en termes qui
qui sont humaines finalement, avec des choses simples. Par exemple, on va y venir, on va transiter. Je pense que c'est une bonne transition pour répondre petit à petit. Déjà, il faut se poser des questions, en plus de procéder par, réponse identifier les risques, donc corriger les risques majeurs. C'est des mesures assez simples parfois et peu coûteuses en fait à mettre en œuvre. Alors maîtrisez-vous votre parc informatique, donc exemple risque intrusion sur le SI via un serveur non protégé mal configuré, avec le pirate qui pourrait réussir à se connecter directement, et ben activez le pare-feu. En général, que ça soit sur les serveurs ou sur le réseau pardon, si vous avez des équipements réseau ou sur le poste de travail, vous avez la possibilité d'activer des pare-feux assez facilement. Déjà chez une TPE, ça peut être simplement activer le pare-feu des postes de travail des collaborateurs. C'est peu coûteux, c'est quelques clics, mais déjà s'assurer que ça c'est fait et effectuer une revue des postes de travail tous les 3 à 6 mois, ça vous prend pas forcément beaucoup de temps et ça vous permet de vous assurer que les postes de travail de collaborateurs sont bien configurés. Et on en profite pour passer en vue que le collaborateur a bien juste un compte utilisateur, il utilise pas son compte admin pour installer n'importe quoi, que le disque dur est chiffré, que c'est un mot de passe fort et que l'antivirus est à jour. Si vous avez un Windows Defender avec une base administrative d'administration uniformisée, où vous avez la vue sur tous les postes de travail, c'est encore mieux. Mais déjà, vérifier ça avec des revues, ponctuelles, c'est déjà bien et c'est peu coûteux. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est du temps, donc il va falloir se poser la question des outils et cette question des outils, avant de se poser la question des outils, il faut se poser la question des assets, c'est-à-dire quels sont les systèmes que vous avez en termes d'informatique, quoi. Ouais. Il y a Jessie qui nous met: «Le problème des pare-feux, c'est qu'il y a beaucoup d'interférences avec l'utilisation du logiciel pro». Je suis assez d'accord avec Hervé, c'est un problème de configuration. Il faut juste vérifier, c'est pareil, chiffrement du disque dur, parfois ça peut causer des incompatibilités. Il faut prendre attention à regarder, la configuration. Ça, on peut vous accompagner si vous avez besoin d'assistance là-dessus. Ensuite, les sauvegardes régulières. Est-ce que vous effectuez des sauvegardes régulièrement? En effet, en cas de virus et d'équipements informatiques obsolètes, eh bien, vous pouvez vous retrouver paralysé, ça on ne vous l'apprend pas. Donc effectuer des sauvegardes régulièrement. Il y a la règle des 3-2-1 qui est souvent mentionnée. Donc 3 types, de copies à 2 endroits différents, dont une en externalisé, donc sur un disque dur ou autre. Hésitez pas donc à le sous-traiter. Si nous, de notre côté, on recommande d'utiliser je pense à la gestion électronique de documents, par exemple. N'hésitez pas à prendre un prestataire, cloud chez qui vous déposez l'ensemble de vos documents. Si c'est un acteur souverain, c'est mieux, français. Heu, Parce que derrière, c'est fait par des professionnels, en fait. C'est-à-dire que si vous sous-traitez la gestion de vos documents, eux vont s'assurer, c'est dans le contrat, de la réalisation des sauvegardes, vont s'assurer que ces sauvegardes soient chiffrées et vous, comme ça, si vous avez un poste de travail qui est infecté, bah, au lieu de devoir récupérer une copie en dur de la configuration du poste de travail, de tous les documents, d'avoir des choses qui sont parfois perdues, bah, vous avez juste à acheter un nouveau poste de travail, vous reconnecter à votre compte, je prends à votre compte, et ensuite vous pouvez à nouveau travailler normalement. Donc ça, on vous conseille de travailler avec des outils associés. On en a aussi à recommander là-dessus, que ça soit notamment sur la gestion de documents. Effectuer les mises à jour régulières, ça on va en parler brièvement. Dès qu'il y a une mise à jour qui est proposée, que ça soit sur, le système d'exploitation Windows ou que ça soit Windows ou Mac par exemple, sur les applications que vous utilisez. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers de ça, qu'est-ce que c'est qu'une mise à jour? Bah, c'est certes des nouvelles fonctionnalités, mais c'est aussi et surtout des traitements. En effet, qu'est-ce qui se passe? Les pirates, comme on le disait tout à l'heure, ils scannent, un petit peu toutes les applications, tous les OS et cetera à la recherche de vulnérabilités, de failles dans la muraille, si on reprend la métaphore. Et en fait, dès qu'ils trouvent une faille, soit ils l'utilisent, soit ils, mettent, ça en vente sur le dark web en disant: «On a trouvé une faille pour, entrer dans telle application et récupérer tel type de données». Naturellement, les éditeurs et aussi les gendarmes, du web, typiquement l'ANSSI, font une veille pour regarder ces failles qui ont été détectées et les communiquer aux différents éditeurs. La liste des failles, vous les recevez via les alertes du CRTFR et les éditeurs, dès qu'ils voient qu'ils ont des failles sur leur logiciel, sur leurs OS et cetera, ils vont proposer des correctifs pour combler la brèche. Les mises à jour qui sont proposées, c'est
en gros, bah, ça permet de mettre du ciment et de combler les brèches. C'est pour ça que c'est important de les corriger, parce que les éditeurs ont corrigé les vulnérabilités dans leur code et ensuite proposent le patch pour que chaque personne puisse, mettre ce correctif à jour sur son poste de travail, sur ses applications utilisées, sur son OS et cetera. Donc important de les mettre à jour. Et en plus ça, on parlait de budget tout à l'heure, ça c'est 0, c'est que de la sensibilisation. Utiliser un antivirus, on l'a dit tout à l'heure. Windows Defender et c'est pour ceux qui sont sur Windows, Windows Defender a le mérite d'être déjà installé et d'être jugé comme étant, plutôt efficace, de nouveau. Donc, faut pas hésiter à l'utiliser. On travaille beaucoup avec, E7 de notre côté, qui permet aussi d'avoir une interface de contrôle administrateur. Donc si vous voulez travailler avec nous avec E7, on peut en discuter également. On l'associe aussi à un outil qui s'appelle Eagle, qui est développé en interne, qui permet de faire le suivi de tout ce qui se passe sur les parcs informatiques, faire la gestion d'incidents. Vous pouvez équiper vos postes de travail et vos serveurs. Donc c'est le niveau dessus, hein. Après avoir protégé chaque composant, on essaie d'avoir la vue au-dessus pour récupérer les informations et faire un peu d'analyse sur les incidents et centraliser les informations. Le pare-feu, on l'a dit, quand c'est une TPE, déjà le pare-feu sur les postes de travail, ça coûte pas grand-chose et ensuite c'est juste un petit peu de configuration. Et si vous commencez à être une PME de plusieurs dizaines de collaborateurs, là, on va vous proposer plutôt de venir mettre en place un pare-feu sur votre réseau internet, voire plusieurs pare-feux et mettre en place aussi surtout des sous-réseaux. Je crois qu'on en parle un petit peu après. Sous-réseaux, c'est-à-dire segmenter votre réseau. C'est-à-dire séparer votre réseau internet en plusieurs petits blocs. Comme ça, s'il y a un bloc qui est infecté, et ben, seulement cette partie est infectée et les autres sont isolés. Donc vous avez juste à désinfecter les postes de travail sur l'intérieur de ce réseau, ensuite à les mettre dans des endroits plus sécurisés. Voilà pour le pare-feu. La messagerie, après il y a des petites choses on en parle rapidement, mais protéger les informations communiquées par la messagerie. N'hésitez pas à chiffrer. Il y a des fonctions de chiffrement des messages confidentiels, que ce soit sur Outlook ou Gmail. Donc ça, c'est la configuration, vous n'hésitez pas à les activer. N'hésitez pas à sensibiliser vos collaborateurs aussi sur les niveaux d'informations qu'on peut partager. Les usages informatiques, on en a parlé un petit peu. Avoir des comptes utilisateurs sur les postes de travail et pas administrateurs, ça c'est important chez les TPE aussi, où pour aller plus vite, on laisse tout le monde être un petit peu maître de son poste de travail en se disant que c'est bien d'être un peu moins procédurier et cetera, et que ça permet à chacun de travailler avec les outils qu'il aime. Seulement si chacun peut installer quoi que ce soit et n'importe quoi et a un compte administrateur, derrière, il n'est pas exclu que certains collaborateurs installent, sans le faire exprès, des outils qui comportent des vulnérabilités. De plus, si un pirate, se connecte sur un poste de travail et réussit à atteindre le poste administrateur, il a la possibilité derrière d'installer des logiciels sur ce poste de travail qui lui permettent ensuite de se propager sur le réseau de la société. C'est pour ça qu'il est important que vos collaborateurs soient seulement utilisateurs sur le poste de travail. Je crois qu'il faut on avance un chouille plus vite peut-être. Ouais, OK. Nomadisme, parler du nomadisme, utiliser le VPN, n'hésitez pas. Informer, sensibiliser les collaborateurs régulièrement sur tout type de menaces, donc ça, c'est de la sensibilisation et les solutions de sensibilisation, je sais pas si tu veux en parler, Bah, les juste, so non, quand je te dis d'aller plus vite, c'est pas forcément c'est juste aller un tout petit peu plus vite. Donc ouais, effectivement, un des risques importants, c'est toutes les vecteurs qui viennent par les clés USB. Mais il y avait une remarque dans le chat concernant, les EDR. Donc effectivement, à un moment donné, il faut des outils. Heu, il faut des outils pour faire de la sécurité, mais si vous empilez les outils sans forcément les maîtriser, bah, ça va être aussi une difficulté. Donc il faut essayer de trouver des outils. Nous, on a fait un webinaire sur les open source également, donc en sécurité. Donc là-dessus, vous pouvez, vous y reporter. Je suis pas sûr, mais je crois que je l'avais mis dans le chat tout à l'heure. Non, peut-être pas. Bah, je vais le mettre de suite. Tac. Vous pouvez aller découvrir dans ce webinaire un peu les différentes solutions open source qui existent. Alors quand on dit open source, ça veut dire que vous pouvez les utiliser, au niveau de votre entreprise, avec soit vous former en interne, soit les mettre en place avec des experts qui vont vous aider à mettre en place du SIEM, de l'EDR, enfin tous les niveaux de sécurité dont vous allez avoir besoin. Donc après on peut reprendre Nicolas, hein, sans souci. Donc les différents éléments, les différentes slides. OK. Non, mais on peut continuer effectivement. Êtes-vous assuré face au risque cyber? Ça, c'est à regarder. Alors,
Faut faire attention au niveau des assurances, prenez bien le temps de bien enfin, comme toutes les assurances, prenez bien le temps de lire le contrat et ce qui est inclus dans le périmètre. Ça peut être intéressant, notamment sur le ransomware et c'est pas parce que vous êtes assuré qu'il faut, négliger les mesures techniques. On recommande Ah non, d'avoir mais c'est ouais, c'est même impossible parce que si tu veux aujourd'hui, de toute façon, pour justement recourir aux assurances cyber, ils vont vous demander vaut mieux déjà mettre en conformité, mettre en place les mesures de sécurité et après aller demander une assurance. Parce que de toute façon, il va falloir être conforme à la 27001 ou à d'autres types de normes. Enfin, c'est quand même mieux si vous avez cette garantie-là. Parce que sinon, ils couvriront pas, les risques de toute façon. Donc êtes-vous assuré au risque cyber? Ouais, c'est un des points, vraiment importants. ouais, rassuré. Réagir en tant que cyberattaque, donc pensez en cas de cyberattaque à avoir sensibilisé vos collaborateurs sur, comment remonter les différents incidents, c'est Et juste important. sur ce point-là, je pense il faut dire que là, sur, l'ANSSI aussi, vous avez trouvé beaucoup de ressources sur cette partie-là. Et ils ont fait pas mal de com là, ce mois-ci, sur les procédures à mettre en place. Donc c'est aussi, sensibiliser, les personnes à ça, ouais. Mmh. OK, si vous utilisez des outils cloud, faire attention effectivement à ce que la disponibilité de l'application soit bien encadrée par le contrat de service et à avoir prévu des plans de reprise d'activité, au cas où ces scénarios d'indisponibilité arrivent. Ce C'est un ce que des tu traitements veux qu'on dire là, c'est que, en par exemple, quand on utilise une solution en SaaS, mmh, c'est ça, qu'on se pose des questions: où sont les données? Comment elles sont sécurisées? Comment elles sont sauvegardées, c'est ça? tout à fait. Si je prends l'exemple de si vous utilisez un outil de gestion électronique de documents en SaaS, s'assurer que dans le contrat, on a bien défini la disponibilité qui est garantie, donc 24 heures sur 24, peut-être 7 jours sur 7. Savoir où sont sauvegardées les données, s'assurer qu'il y a bien, réplication des données et s'assurer que les sauvegardes sont testées. C'est arrivé que par le passé, des personnes se retrouvent à perdre, un certain nombre de données, étant donné qu'ils n'avaient pas vérifié dans leur contrat de stockage de ces données, que celles-ci étaient répliquées et sauvegardées, n'ayant pas porté attention et suite à un incendie, il y a quelques années, se sont retrouvés à perdre une partie de leurs données, à voir leur activité Mmh, fortement impactée. Donc pensez à regarder le contrat, ouais. très clair. Ensuite, politique de mot de passe robuste, on en a un peu discuté. Faut parler. Bon ça, Ouais. c'est un élément indispensable et surtout de la sensibilisation. Je vois, bah, dans une entreprise, vous avez des gens qui sont très techniques, d'autres qui le sont Mmh. pas et faut vraiment harmoniser, mettre en place des outils simples aussi pour que les gens, ils puissent s'en servir. Mais ce côté, vraiment, accompagnement humain, il est fondamental. Et donc là, on a essayé de partager un petit peu des bonnes pratiques, certainement que vous en connaissez déjà certaines, voilà, c'est mais c'est très important.